responsable des ressources humaines n'a même pas levé la tête. Elle a continué à écrire quelque chose, son stylo traçant de minuscules cercles, alors que je restais plantée là à lui expliquer comment ma manager me volait mon salaire depuis 8 mois. 47 heures une semaine, 52 la suivante, 54 celle d'après. Chaque heure au-delà des 35 heures légales n'était pas payée parce qu'un matin, je m'étais réveillée et j'avais découvert que j'étais soudainement passée au statut cadre au forfait, même si je faisais exactement le même travail que celui que je faisais depuis 2 ans. Rien dans mon travail n'avait changé, juste la fiche de paie. On regardera ça plus tard, a-t-elle dit d'une voix monotone. Je suis restée là à la regarder écrire, sentant quelque chose se fissurer en moi, pas se briser, mais se fissurer comme quand on laisse tomber un verre et qu'il n'éclate pas, mais on sait qu'il est déjà foutu, on ne l'a juste pas encore touché pour voir la profondeur des dégâts. Avant de continuer, merci d'être ici. Si cette histoire vous semble familière ou si vous vous êtes déjà senti invisible sur votre lieu de travail, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton s'abonner. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Votre soutien signifie tout pour moi et permet à ces histoires de continuer. Je m'appelle Elodie et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à mon sujet. Je ne suis pas le genre de personne qui crée des problèmes. Je suis celle qui les résout. J'organise les expéditions. Je suis les chiffres de l'inventaire. Je m'assure que les produits arrivent là où ils sont censés arriver quand ils sont censés arriver. Je suis douée pour les détails. Je remarque quand les comptes ne tombent pas juste. Quand un carton indique 60 unités mais en contient 58, je le vois. Quand un bon de livraison indique mardi, mais que l'arrivée réelle était mercredi, je le documente. Les détails comptent dans mon métier. Les détails sont tout. J'ai commencé dans cette entreprise 3 ans avant que tout cela n'arrive. Un poste d'employé au niveau débutant, je badgeais à 7 heures du matin et je débadgeais à 16 heures, sauf s'il y avait une grosse expédition, et là je restais tard et mes heures supplémentaires étaient majorées comme pour tout le monde. Le travail était simple et honnête. J'aimais cette simplicité. Compter les produits, vérifier les chiffres, s'assurer que les centres de distribution recevaient ce qu'ils avaient commandé, rentrer chez soi, dormir, recommencer. Ma manager s'appelait Bernadette quand j'ai commencé. Une femme gentille. Elle a pris sa retraite après 30 ans dans l'entreprise. Elle m'a offert un mug le premier jour avec écrit « Je compte sur toi » et un smiley. Elle m'a appris les systèmes, m'a montré quels fournisseurs étaient fiables et lesquels livraient toujours 2% de moins en espérant que personne ne le remarquerait. Moi, je le remarquais. Quand Bernadette est partie à la retraite, ils ont fait venir quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Cécile, 31 ans, tailleur strict, cheveux tirés en arrière si fort que ça en avait l'air douloureux. Elle avait travaillé dans 3 autres entreprises en 5 ans, montant en grade à chaque fois. À la direction, tout le monde disait à quel point elle était impressionnante, ambitieuse, comment elle dépassait toujours ses objectifs. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle savait comment rendre les chiffres beaux sur le papier. Cécile souriait constamment. Pas le genre de sourire chaleureux qui vous fait sentir le bienvenu. L'autre genre, celui qui n'atteint jamais tout à fait le reste de son visage. Comme si elle avait appris à sourire en regardant des vidéos au lieu de ressentir réellement quelque chose. Elle traversait l'entrepôt en souriant à tout le monde, demandant comment nous allions, se souvenant des noms et des anniversaires, mais ses yeux faisaient toujours autre chose, calculant, mesurant, cherchant où elle pouvait réduire les coûts. 6 mois après son arrivée, elle a convoqué une réunion de service. 10 d'entre nous se sont réunis dans la salle de pause. Elle se tenait devant avec une présentation imprimée sur du papier ordinaire parce que nous n'avions pas de projecteur dans ce bâtiment. J'ai passé en revue les performances de tout le monde, a-t-elle dit, toujours souriante. Et je suis ravie d'annoncer quelques promotions. Mon nom était sur la liste. Coordinatrice logistique senior, statut cadre, 52 000 € par an. Après la réunion, j'ai fait le calcul. Je gagnais 48 000 € avec mes heures supplémentaires régulières. 52 000 sonnaient comme une augmentation jusqu'à ce qu'on réalise que je travaillerais les mêmes semaines de 50 heures sans la majoration des heures sup. C'était 4 000 de plus par an pour 10 heures supplémentaires chaque semaine, soit environ 7 € par heure additionnelle, moins que ce que je gagnais avant. Je suis allée au bureau de Cécile le lendemain. J'avais des questions sur la structure salariale. J'ai dit,
Bien sûr, elle a désigné la chaise en face d'elle. Qu'est-ce qui te préoccupe? Le taux horaire semble inférieur à ce que je gagnais avant avec les heures supplémentaires. Eh bien, tu es cadre maintenant. Tu n'es plus payé à l'heure. Tu es payé pour la valeur que tu apportes. Elle s'est penchée légèrement en avant. C'est une étape importante. Plus de responsabilité, plus de prestige. Cela montre que je te fais confiance pour un travail de plus haut niveau. Quel travail de plus haut niveau? La gestion stratégique des stocks. Tu auras plus d'autonomie, plus de pouvoir décisionnel. Je comptais des stocks. C'est ce que je faisais. C'est ce que j'avais toujours fait. C'est ce que je continuerai à faire. Rien dans la description de poste ne suggérait quoi que ce soit de stratégique ou d'autonome. J'organisais des cartons et vérifiais des chiffres. Un travail important, mais pas de direction. Puis-je rester au statut employé, ai-je demandé. Son sourire s'est crispé. Élodie, je t'offre une évolution ici. Tu ne veux pas avancer dans ta carrière? La façon dont elle l'a dit m'a donné l'impression d'avoir demandé quelque chose de ridicule, comme si j'avais suggéré de mettre le feu à l'entrepôt au lieu de compter l'inventaire. J'ai senti mon visage chauffer. Je vais y réfléchir. Tu as jusqu'à vendredi, a-t-elle dit. Je dois finaliser la paperasse. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis assise à ma table de cuisine pendant 3 heures pour décider si j'étais ingrate ou intelligente. Mon appartement était petit, un 2 pièces, à 15 minutes de route du travail. J'y vivais depuis 4 ans et je n'avais jamais été en retard sur mon loyer. Les 4 000 € supplémentaires par an seraient bienvenus, mais perdre les heures sup me coûterait plus que ce que j'y gagnerais. Pourtant, les mots de Cécile tournaient en boucle. Carrière, évolution, confiance. Le vendredi, j'ai accepté la promotion. Le premier mois, j'ai travaillé 43 heures. Pas terrible. Le deuxième mois, 48. Le troisième mois, Cécile a commencé à programmer des inventaires le week-end. Obligatoire. Elle envoyait un message le vendredi après-midi disant que nous avions besoin de tout le monde le samedi matin parce qu'une grosse livraison arrivait lundi et qu'il fallait vérifier la disponibilité de l'espace. 6 heures le samedi, pas de paiement supplémentaire. Tu es cadre maintenant, a-t-elle dit quand j'ai posé des questions sur la compensation ou la récupération. Ça fait partie du job. Le 4e mois, j'ai travaillé 61 heures en une semaine. 61, j'ai commencé à tout noter dans un carnet que je gardais chez moi. Date, heures travaillées, tâches accomplies. J'ai noté chaque conversation où Cécile sous-entendait que je pourrais perdre ma promotion si je ne venais pas pour les inventaires du week-end. Chaque fois qu'elle mentionnait comment d'autres personnes aimeraient avoir mon poste. Chaque fois qu'elle me rappelait à quel point elle appréciait mon engagement. J'ai remarqué autre chose pendant ces mois-là. Cette autre personne de notre service avait reçu la même promotion que moi. Nous étions tous passés d'employés à cadres. Nous travaillions tous 50 à 60 heures par semaine maintenant sans paiement d'heures supplémentaires. J'ai commencé à leur parler pendant les pauses, des conversations discrètes sur le parking. Tout le monde avait les mêmes inquiétudes. Tout le monde se sentait piégé de la même manière. Personne ne voulait se plaindre et risquer de perdre son emploi. Puis un jour, quelqu'un de la comptabilité a mentionné que Cécile avait reçu une énorme prime à la fin de l'exercice fiscal. Les coûts du département avaient chuté de 38% sous sa direction. 38%. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait plus de calculs. Si cette personne qui touchait auparavant des heures sup travaillait maintenant les mêmes heures pour un salaire forfaitaire fixe, c'était des dizaines de milliers d'euros en coûts de main-d'œuvre économisés. De l'argent qui ne nous revenait pas. De l'argent qui allait directement dans la marge bénéficiaire. De l'argent qui faisait passer Cécile pour un génie qui savait gérer une opération efficace. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de nous promouvoir. Il s'agissait de nous reclasser pour éviter de payer les heures supplémentaires. C'était du vol de salaire avec un titre chic attaché dessus. J'ai passé 3 jours à lire le code du travail, les conventions collectives, les règles du forfait jour. Pour être légalement classé comme cadre autonome exempté d'heures fixes, vous devez répondre à des critères spécifiques. Votre fonction principale doit impliquer du management où vous devez exercer une réelle autonomie et un jugement indépendant sur des questions commerciales importantes.
Je ne faisais rien de tout cela. Je comptais des cartons. Je vérifiais des expéditions. J'organisais l'inventaire. Mon travail était important, mais ce n'était pas un travail de cadre dirigeant ou autonome. J'ai programmé une réunion avec les RH. La directrice s'appelait Pascal, la cinquantaine, 20 ans de boîte. Son bureau sentait le désodorisant à la vanille et le vieux papier. J'ai expliqué la situation poliment, prudemment. Je n'ai accusé personne de rien. J'ai juste dit que je pensais qu'il pourrait y avoir une erreur de classification. On va regarder ça, a dit Pascal. Elle a noté quelque chose sur un bloc-notes. Notre équipe juridique examine toutes les classifications de postes. Je suis sûre que tout est en ordre, mais je vais revérifier. 2 semaines plus tard, rien n'avait changé. Je travaillais toujours 50 heures par semaine, touchant toujours le même salaire. J'ai programmé une autre réunion. Cette fois, j'ai apporté de la documentation, des impressions des directives du Code du travail, une liste de mes tâches quotidiennes réelles, des exemples de mes relevés de temps montrant des semaines constantes de plus de 50 heures. Nos avocats ont examiné tous nos postes, a dit Pascal. Vous êtes correctement classés. Les tâches que vous effectuez qualifient pour le statut cadre. Je compte l'inventaire, ai-je dit. Je ne dirige personne. Je ne prends pas de décision commerciale. Vous exercez un jugement dans votre rôle. Vous prenez des décisions sur l'allocation des stocks. Je suis le système. L'ordinateur me dit où les produits doivent aller en fonction des commandes existantes. Je vérifie juste les chiffres et j'organise la logistique. Cela nécessite un jugement professionnel. Elle l'a dit comme si elle lisait un script, comme si quelqu'un lui avait dit exactement quoi dire si quelqu'un remettait en question les classifications. J'ai quitté son bureau en me sentant plus petite que lorsque j'y étais entrée. 6 semaines plus tard, j'y suis retournée une 3e fois. Cette fois, je n'étais pas polie. Je n'étais pas prudente. J'étais épuisée. Cécile avait programmé 3 inventaires le week-end dans un mois. J'avais travaillé 54 heures, puis 57, puis 62. Mon corps me faisait mal. Mon appartement était un désastre parce que je n'étais jamais à la maison assez longtemps pour le nettoyer. J'avais arrêté de voir mes amis parce que je travaillais toujours ou que j'étais trop fatiguée pour aller nulle part. Je travaille 60 heures par semaine pour le même salaire qu'il y a 3 ans, ai-je dit. Ce n'est pas légal. Je sais que ce n'est pas légal. J'ai lu la réglementation. J'ai tout documenté. Quelque chose doit changer. Pascal n'a rien noté cette fois. Elle m'a juste regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Fatiguée, peut-être. Ou agacée. Ce n'est pas une priorité pour le moment, a-t-elle dit. Je suis sortie de son bureau, je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise sur le parking pendant 20 minutes. Je ne pleurais pas. Je voulais pleurer, mais j'étais trop en colère. Le genre de colère qui s'installe dans votre poitrine et rend la respiration difficile. Le genre qui vous fait comprendre pourquoi les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché le site web de l'inspection du travail. Je l'avais déjà consulté, mais je n'avais jamais sérieusement envisagé de déposer une plainte. Cela semblait trop gros, trop conflictuel, comme larguer une bombe au lieu d'avoir une conversation. Mais 3 conversations n'avaient pas fonctionné. 3 réunions, 3 tentatives de résoudre le problème par les voies appropriées. Toutes rejetées. Le formulaire de signalement était long, détaillé. Il demandait tout. Informations sur l'employé, l'employeur, description de l'infraction, documents justificatifs. Je les remplis lentement, soigneusement, en m'assurant que chaque détail était exact. J'ai listé chaque heure que j'avais travaillée au cours des 8 derniers mois. J'ai joint ma fiche de poste. J'ai expliqué exactement quelles tâches j'effectuais quotidiennement. J'ai inclus les noms des 7 autres employés qui avaient été reclassés de la même manière que moi. Puis j'ai écrit autre chose, quelque chose que j'avais compris au cours de mes semaines de recherche.
J'ai expliqué que la structure de bonus de ma manager était directement liée à la réduction des coûts du département, qu'elle avait une incitation financière à mal classer les employés, et que ces 38% d'économie de coûts provenaient du travail non rémunéré, et non d'amélioration de l'efficacité. J'ai soumis la plainte à 2 heures du matin. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis allée au lit. Je n'ai pas dormi. Je suis restée là à fixer le plafond, me demandant si je venais de tout arranger ou de détruire toute ma carrière. 4 jours ont passé, 4 jours où je me suis présentée au travail et où j'ai compté l'inventaire comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas juste déposé une plainte formelle auprès de l'État qui pourrait tout faire exploser. Je continuais d'attendre que quelque chose se passe. Un coup de fil, un email, une sorte d'accusé de réception confirmant que ma plainte avait été reçue. Rien n'est venu. J'ai commencé à me demander si je m'y étais mal prise. Si peut-être le formulaire n'avait pas été envoyé. Si peut-être personne n'allait jamais le regarder. Puis jeudi après-midi, l'assistante de Cécile est arrivée en courant à travers l'entrepôt. En courant pour de vrai, elle ne courait jamais. Elle était toujours posée, se déplaçant toujours exactement à la bonne vitesse pour avoir l'air occupée, mais pas frénétique. Mais cette fois, elle sprintait, ses chaussures claquant bruyamment contre le sol en béton. « Où est Pascal » a-t-elle crié à qui voulait l'entendre. L'inspection du travail est là. Ils sont dans le bâtiment. Ils veulent les registres de paie de tout le département. Je tenais mon porte-bloc, comptant une livraison de fournitures industrielles arrivée ce matin-là, 247 unités. J'ai noté le chiffre lentement, soigneusement, comme si ma main ne tremblait pas, comme si mon cœur n'essayait pas de transpercer mes côtes. L'inspection du travail ne prévient pas. J'avais appris ça lors de mes recherches. Ils ne prennent pas rendez-vous et ne donnent pas aux entreprises le temps de se préparer. Ils se pointent juste avec leur autorité légale et commencent l'audit. C'est la seule façon d'obtenir des informations précises. Si vous dites à une entreprise que vous venez, ils ont le temps de corriger les choses, de cacher des choses, de reclasser les gens en horaire normal pour quelques semaines, puis de les changer à nouveau après l'inspection. J'ai continué à compter. 248, 249. Les gens bougeaient différemment autour de moi, plus vite, avec plus d'urgence. Quelqu'un de la direction est passé, parlant rapidement au téléphone. Une autre personne que je n'avais jamais vue auparavant escortait 2 individus à l'air officiel vers les bureaux administratifs. Ils portaient des dossiers et des mallettes et avaient ce genre d'expression qui signifiait qu'ils n'étaient pas là pour être amicaux. J'ai fini de compter l'expédition, vérifier le manifeste, signer la livraison. Juste un autre jeudi, juste une autre tâche ordinaire. 1 heure plus tard, des pas ont approché de mon poste de travail. 2 personnes, et je savais avant de me retourner qui ce serait. Pascal se tenait là avec quelqu'un d'autre des RH que j'avais déjà vu, mais à qui je n'avais jamais parlé. Toutes 2 avaient l'air d'avoir vieilli de plusieurs années au cours des 60 dernières minutes. Le visage de Pascal avait perdu toute sa couleur. L'odeur de désodorisant à la vanille avait disparu. Maintenant, elle sentait juste le stress. « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous aviez contacté l'inspection du travail ?» Sa voix est sortie bizarrement, plus aiguë que la normale. Tendue. J'ai posé mon porte-bloc. Je vous l'ai dit 3 fois. Vous n'avez pas dit que vous alliez déposer une plainte formelle auprès de l'État. Vous avez dit que mes préoccupations n'étaient pas une priorité. J'en ai fait une priorité. L'autre personne des RH s'est avancée. C'est un problème majeur, Élodie. Nous aurions pu gérer cela en interne. Maintenant, nous avons des enquêteurs de l'État qui demandent des documents pour tout le monde dans votre service et 3 autres départements. Comprenez-vous dans quelle position cela met l'entreprise ? Comprenez-vous dans quelle position vous me mettez ? J'ai gardé ma voix égale, calme. J'ai travaillé des semaines de 60 heures pendant 8 mois sans compensation appropriée. Je l'ai signalé par les canaux internes corrects à 3 reprises. Rien n'a changé. Que étais-je censé faire ? La mâchoire de Pascal bougeait comme si elle mâchait quelque chose d'amer. Nous allons avoir besoin que vous coopériez pleinement avec l'enquête. Bien sûr, ai-je dit. J'ai déjà documenté tout ce dont ils auront besoin. Elles sont parties sans rien dire d'autre.
Je les ai regardés s'éloigner, disparaître dans l'aile administrative où les inspecteurs posaient probablement des questions très inconfortables sur les pratiques de paie, les normes de classification et les structures de bonus liées à la réduction des coûts. J'ai repris mon porte-bloc et je suis passé à l'expédition suivante. 312 unités de matériel d'emballage. J'ai compté chacune d'entre elles. L'enquête a duré 6 semaines. 6 semaines où l'entrepôt entier donnait l'impression que quelqu'un avait baissé le volume de tout. Les gens parlaient plus doucement, bougeaient plus prudemment. Cécile a arrêté ses promenades matinales dans l'installation. Elle restait dans son bureau, porte fermée. Parfois, je la voyais par la vitre, assise à son bureau, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Les inspecteurs sont revenus 2 fois de plus. Ils ont interrogé des gens, sorti des relevés d'heures, demandé des emails, des mémos et de la documentation sur les classifications de postes. J'ai été interrogé une fois pendant 45 minutes. Ils m'ont posé des questions sur mes tâches quotidiennes, mes heures de travail, si quelqu'un m'avait explicitement dit que je ne pouvais plus faire d'heures sup, si j'avais soulevé des inquiétudes en interne avant de déposer la plainte. Je leur ai tout dit, montré mon carnet avec 8 mois de suivi détaillé du temps, donné les dates de mes 3 réunions avec les RH, expliqué comment cette autre personne de mon service avait été reclassée de la même manière. Avez-vous remarqué un schéma dans ces reclassements, a demandé une inspectrice. Elle avait peut-être 50 ans, les cheveux gris coupés courts, et des yeux qui semblaient avoir entendu toutes les excuses du monde. Ils se sont tous produits dans une période de 6 mois après l'arrivée de notre nouvelle manager, ai-je dit. Et ils réduisent tous considérablement les coûts d'heures supplémentaires du département. Votre manager a-t-elle reçu des bonus ou une compensation liée à la performance du département? Oui. Elle a eu une grosse prime en fin d'année. Les gens de la comptabilité en parlaient. Les coûts du département avaient chuté de 38%. L'inspectrice a noté quelque chose. Merci. C'est utile. Des semaines ont passé. J'ai continué à travailler, continué à compter. L'entrepôt semblait suspendu dans une attente lourde. Puis un matin, 6 semaines et 2 jours après la première visite des inspecteurs, un email a été envoyé à tout le monde dans mon service. Réunion dans la salle de pause à 14 heures. Présence obligatoire. Nous nous sommes réunis à l'heure prévue. Nous tous, les 10 qui avions été reclassés, plus plusieurs personnes d'autres départements que je ne connaissais pas. La direction était là. Les RH étaient là. Quelqu'un de l'équipe juridique était là, arborant une expression qui ressemblait à une douleur physique. Le juriste s'est levé le premier. L'inspection du travail a terminé son enquête sur les pratiques de classification. Ils ont déterminé que certains postes ont été incorrectement classés comme cadres au forfait. Cela a affecté plusieurs employés dans plusieurs départements. Mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde puisse l'entendre. L'entreprise est tenue de verser un rappel de salaire pour toutes les heures supplémentaires impayées travaillées pendant la période de mauvaise classification. Nous mettons également en œuvre des mesures correctives immédiates pour assurer une classification appropriée à l'avenir. Il s'est assis. Pascal s'est levé. Vous recevrez chacun des notifications individuelles concernant vos calculs de rappel de salaire. L'entreprise prend ses conclusions au sérieux. Nous nous engageons à respecter toutes les réglementations du travail. Personne n'a posé de questions. Personne n'a rien dit. Nous sommes tous restés assis là à absorber ce que cela signifiait. Rappel de salaire. Ils devaient nous payer ce qu'ils avaient volé. La réunion s'est terminée. Les gens sont sortis lentement, silencieusement. Je suis retourné à mon poste et j'ai essayé de me concentrer sur les comptes d'inventaire, mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. 2 jours plus tard, une enveloppe est apparue sur mon poste de travail. À l'intérieur se trouvait une lettre avec des chiffres, des calculs, des heures travaillées, des heures supplémentaires dues. Le total a brouillé ma vue pendant une seconde. 18 400 €. C'est ce qu'il m'avait volé. Sur 8 mois. C'est ce qu'il me devait maintenant. Mais ce n'était pas la partie choquante. La partie choquante est arrivée 3 jours après cela. Cécile était partie. Juste partie. Son bureau vide. Sa plaque retirée. Quelqu'un a mentionné qu'elle avait été licenciée. Quelqu'un d'autre a dit que c'était plus qu'un licenciement.
L'entreprise exigeait qu'elle rende ses bonus. Je n'ai pas compris au début. Puis quelqu'un de la comptabilité me l'a expliqué sur le parking, parlant doucement comme s'il partageait des secrets d'État. L'inspecteur du travail avait noté quelque chose de spécifique dans son rapport. Ils avaient documenté que la structure de bonus de Cécile était directement connectée aux économies de coûts du département réalisées grâce aux mauvaises classifications. Les bonus n'étaient pas juste des récompenses pour une bonne gestion. C'étaient des avantages financiers obtenus grâce à des pratiques de travail illégales. L'équipe juridique de l'entreprise, essayant de se protéger de toute responsabilité, avait déterminé que ces bonus pouvaient être considérés comme un enrichissement personnel par le vol de salaire. Ils avaient calculé 3 ans de bonus, 127 000 euros. Ils voulaient tout récupérer. Cécile ne les avait pas. Elle avait acheté une maison il y a 2 ans, une belle maison dans un bon quartier, fait un apport qui avait vidé la plupart de ses économies. Elle comptait sur la poursuite de ses bonus annuels. Elle avait construit sa vie autour d'un revenu qui provenait de salaires volés. Maintenant, l'entreprise voulait récupérer son argent, l'argent qu'il lui avait donné pour nous avoir volés, et elle devait payer. Il y avait des avocats impliqués, des plans de paiement, des arrangements qui prendraient des années à se régler. J'ai entendu tout cela de quatrième main par les potins de bureau qui circulaient plus vite que n'importe quelle expédition que j'ai jamais organisée. Je ne savais pas si tous les détails étaient exacts, mais la vérité centrale était indéniable. Cécile était partie. Ses bonus étaient réclamés. Elle remboursait de l'argent qu'elle avait déjà dépensé. Le chèque de rappel de salaire est arrivé la semaine suivante. 18 400 euros. Je l'ai déposé le jour même. Je suis restée à la banque à regarder le guichetier traiter le chèque, à regarder les chiffres apparaître sur le solde de mon compte. De l'argent que j'avais déjà gagné il y a des mois. De l'argent qui aurait dû être le mien depuis le début. La direction a fait venir quelqu'un de nouveau pour remplacer Cécile. Elle s'appelait Thérèse. Fin de quarantaine. Calme. La première chose qu'elle a faite a été de convoquer une réunion de service. J'ai examiné tous vos postes, a-t-elle dit. À effet immédiat, tous ceux qui sont classés cadres sont reclassés au statut horaire. Vous pointerez vos heures. Vous serez payé pour chaque heure travaillée. Les heures supplémentaires seront compensées au taux légal. Quelqu'un a demandé si nous aurions toujours les titres seniors. Vous pouvez garder les titres si vous les voulez, a dit Thérèse. Mais les titres ne comptent pas autant qu'une rémunération équitable. Vous faites du bon travail, vous devez être payé correctement pour cela. C'était tout. Simple, direct, comme cela aurait dû être depuis le début. Je suis retourné compter l'inventaire. Retourné organiser les expéditions. Mais maintenant, quand je travaillais 50 heures, j'étais payé pour 50 heures. Quand j'en travaillais 40, j'étais payé pour 40. Le système était de nouveau simple. De nouveau honnête. Pascal a été muté sur un site différent 3 semaines plus tard. Je ne l'ai plus jamais revu. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait demandé le transfert. Quelqu'un d'autre a dit que la direction l'avait suggéré. Quoi qu'il en soit, elle était partie. Le bureau de Cécile est resté vide pendant 2 mois. Ils l'ont finalement converti en espace de stockage pour les fournitures administratives. Parfois, je passe devant et je jette un coup d'œil par la porte. Des cartons de papier, des dossiers, du matériel supplémentaire, personne, pas de plaque nominative, juste un espace vide où quelqu'un avait l'habitude de s'asseoir et de calculer combien d'argent il pouvait économiser en volant les gens qui travaillaient pour lui. Les 18 autres employés qui avaient été mal classés ont aussi eu leur rappel de salaire. Les montants variaient. Certains avaient été reclassés plus longtemps que moi. Certains faisaient plus d'heures sup. Le total que l'entreprise a dû payer était de 340 000 euros. 340 000 euros de salaire volé qu'ils ont dû rendre parce qu'une personne a finalement arrêté de demander gentiment et a commencé à exiger légalement. Je travaille toujours là-bas. Je compte toujours l'inventaire. J'organise toujours les expéditions. Je remarque toujours quand les chiffres ne tombent pas juste. Mon appartement est le même. Mon trajet est le même, mais quelque chose semble différent maintenant. Plus léger, comme si je ne portais plus quelque chose de lourd dont je ne réalisais pas qu'il me pesait.
Les gens me demandent parfois si j'ai eu peur de déposer cette plainte. Si je craignais des représailles ou de perdre mon emploi, la réponse est oui. J'étais terrifiée. Mais j'étais aussi fatiguée. Fatiguée de travailler 60 heures et d'être payée pour 35. Fatiguée de demander une équité de base et d'être ignorée. Fatiguée de regarder quelqu'un profiter de mon travail non rémunéré tout en me disant que ce n'était pas une priorité. Parfois, faire de quelque chose une priorité signifie le retirer des mains de quelqu'un d'autre et le mettre entre les mains de gens qui se soucient vraiment de régler le problème. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà eu l'impression que vos préoccupations ne comptaient pas, que votre voix n'était pas entendue, j'espère que cela vous montre que parfois le système fonctionne si vous savez quelle partie du système utiliser. Cliquez sur ce bouton j'aime si cela a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur des gens qui refusent de rester silencieux. Et commentez ci-dessous. Racontez-moi une fois où vous avez dû vous battre pour quelque chose que vous méritiez. Vos histoires comptent tout autant que la mienne.